Donc nous allons passer maintenant au troisième focus, Ronan qui va vous parler de la valorisation de ces pratiques auprès des consommateurs. Bonjour à tous. Alors évidemment à midi il va falloir que je vous tienne éveillés et vous avez tous envie de manger plutôt que m'écouter. Mais moi je vais vous parler de la valorisation des pratiques environnementales auprès des consommateurs. J'ai fait le choix dès le départ de ne pas parler des pratiques agroécologiques avec les consommateurs. C'est un mot que on n'a pas présenté ce mot-là aux consommateurs, partant du principe qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias et du coup on a parlé de pratiques plus respectueuses de l'environnement, de pratiques environnementales. Donc dès le départ, ayez ça en tête par rapport à toutes les questions. À chaque fois, vous mettrez le mot pratique environnementale, mais je pense que de toute façon, je l'ai écrit comme ça. C'est un travail que j'ai réalisé avec Diana Ugalde, qui était en thèse, une thèse qui a été financée à la fois par l'ADEME et puis par le projet Avatec, et également Thibaut Durand, qui était en mémoire de fin d'études avec nous. Et je dois aussi penser à quelques-uns des étudiants du DA, d'un des DA de l'ESA en viticulture et œnologie qui m'ont aidé sur ce projet-là. Alors, je vais aller directement, moi, sur des résultats du projet. Je vais vous présenter un certain nombre de ces résultats à travers 4 grandes questions. Et ayez en tête qu'il y avait plus de 2000 consommateurs qui ont été interrogés dans le cadre de ce travail. Ces grandes questions sont: quelle sensibilité pour les attributs environnementaux lorsqu'un consommateur achète du vin? Quelle représentation associée à un vin respectueux de l'environnement? Qu'est-ce qui leur vient à l'esprit quand on leur parle de vin respectueux de l'environnement? Quelle perception et intérêt ils ont pour ces pratiques? Là, jusqu'ici, j'étais de manière un peu globale. Maintenant, quand on rentre sur la présentation des pratiques en faveur de l'environnement, quelle est la perception qu'ils en ont et quel intérêt ils en ont? Et puis, derrière, sur la communication, quel type d'informations sur ces pratiques ils aimeraient avoir et via quel canal de diffusion? Quand je vous dis plus de 2000 consommateurs, c'est qu'on a réalisé 2 grosses études sur des bases de consommateurs online avec des cabinets spécialisés, mais ça fait 1022 et 1060 consommateurs. On a fait des études qualitatives en face à face ou en focus group avec plus de 50 consommateurs, cette fois-ci en juin. Les 2 premières enquêtes, ce sont des enquêtes nationales avec une représentativité selon la méthode des quotas, de façon à avoir réellement des statistiques qui soient exploitables. Je ne dis pas que la deuxième partie n'est pas exploitable, c'est juste que c'est une approche plus qualitative. Et le dernier point était les ateliers participatifs qui ont été réalisés dans le cadre, l'atelier participatif qui a été réalisé dans le cadre de la thèse de Diana Ugalde, avec 12 consommateurs angevins et 2 viticulteurs. Ça, ceux qui participeront cet après-midi à l'atelier, je ferai un petit focus sur ce point-là, j'en parlerai pas beaucoup dans ma présentation. Alors du coup, quelle sensibilité pour les attributs environnementaux lorsqu'ils achètent du vin? Dans l'une des enquêtes, on leur a posé la question est-ce que vous êtes demandeur d'informations? 60% des consommateurs déclarent, c'est du déclaratif, déclarent être intéressés pour avoir des informations sur les pratiques viticoles et œnologiques en lien avec les questions environnementales avant l'achat. Alors, après, vous allez remettre ça reste un déclaratif, mais c'est quand même assez intéressant de se dire que 60% le disent. Alors, on a quand même voulu savoir concrètement aujourd'hui, quel est votre comportement par rapport à cette question-là? Et donc, on leur a demandé, est-ce que, notamment, une première question, c'était vos 3 derniers achats de vin, est-ce que déjà vous avez cherché de l'information avant d'acheter ces vins-là? Et en fait, il n'y en a que 46%. Et là encore, tout ça, ça va être du déclaratif, mais 46% qui disent oui, je me suis renseigné avant. Mais du coup, on leur a posé à quoi vous avez fait attention? Et en fait, il y a sur ces 46%, vous en avez 20% qui déclarent que les pratiques environnementales faisaient partie des critères sur lesquels ils se sont informés. Ça veut donc dire à peu près 10% de la population qui s'intéresserait à ça, ou en tout cas qui encore une fois, qui se déclare là-dessus. On les a interrogés plus largement en leur disant, mais de manière plus globale, à quoi vous faites attention quand vous achetez du vin? Cette fois-ci, ça évidemment, mais ça dans toutes les études conso, c'est ces critères-là qui ressortent. Le prix, la région de production, le goût du vin sont de toute façon les 3 premiers critères qui ressortent à chaque fois. Et cette fois-ci, quand on regarde les labels environnementaux, on retombe à nouveau sur autour de 13%. Alors, on n'est pas sur l'ensemble. Ici, c'était quels sont les principaux. On leur a dit c'est quoi tous les trucs. Donc, on peut le prendre avec optimisme ou pessimisme. Mais voilà, il y a à peu près 13% des consommateurs qui déclarent intégrer les labels environnementaux et les pratiques environnementales dans leurs critères d'achat. On a aussi voulu savoir quel est leur intérêt, quelle est leur acceptabilité pour des vins qui soient respectueux de l'environnement. Pour ce faire, vous avez ici une liste d'items sur lesquels on va demander de leur dire tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Un vin respectueux de l'environnement est un vin que je serais prêt à acheter s'il était disponible là où j'achète, aurait un bon goût, etc. Et
alors chacune de ces questions mériterait de faire un focus, mais on l'a traité de manière globale. On a fait une moyenne là-dessus en se disant, il y a ceux qui vont toujours dire oui, 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 et puis ceux qui vont dire bof, 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 bof. Quand on fait la moyenne de tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a segmenté avec des gens qui, en effet, ont vraiment à chaque fois répondu de manière très positive, et puis certains consommateurs qui étaient plus réservés. Je ne rentre pas dans le détail de ça, parce que ce qui m'intéressait derrière, c'est d'aller faire des segments de consommateurs. Est-ce que ceux qui ont une acceptabilité forte ont des comportements particuliers ? Et très vite, ce que l'on voit apparaître, c'est une relation forte avec l'implication environnementale. On a d'autres questions qui permettent de qualifier votre sensibilité environnementale. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous faites gaffe à la consommation d'eau, à la consommation d'électricité, ou est-ce que c'est des trucs que vous n'avez rien à faire ? Eh bien, en fait, ce que l'on voit, c'est que cette acceptabilité pour les vins, cet attrait pour des vins qui soient plus respectueux de l'environnement est très fortement lié à votre implication. Ça peut paraître logique, mais ça permet ici de le quantifier, de voir que clairement, ceux qui sont, vous l'avez sur la gauche, ceux qui sont fortement impliqués environnementalement sont ceux-là qui sont demandeurs de vins respectueux de l'environnement. Et à l'inverse, il y a clairement des gens ceux qui sont dans les acceptabilités basses, c'est clairement ceux qui, dans leur quotidien, s'en foutent, quoi. Et après, on va retrouver le même lien, de manière assez logique, avec les labels environnementaux. Est-ce que vous choisissez vos vins avec les labels environnementaux ? On les retrouve ici sur l'acceptabilité forte ou moyenne. Est-ce que vous intégrez le choix en fonction des pratiques environnementales ? On retrouve un peu la même tendance. Et puis le dernier point qui ressort, c'est l'implication vin. Cette fois-ci, on leur demande, est-ce que vous faites attention quand vous achetez vos vins ? Est-ce que vous lisez de la littérature œnologique ? En tout cas, est-ce que vous lisez des bouquins sur le vin, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, on voit à nouveau que ceux qui sont avec une acceptabilité forte sont visiblement intéressés. Alors, on les retrouve avec l'acceptabilité moyenne aussi de manière assez équilibrée. Par contre, on voit que sur l'acceptabilité basse, ce sont les gens qui finalement disent « moi, je prends du vin juste pour prendre du vin ». Ces gens-là sont moins sensibles que la moyenne aux questions environnementales lorsqu'ils achètent du vin. Le deuxième point qu'on a voulu aborder, c'est les représentations par rapport à ce concept de c'est quoi un vin qui est respectueux de l'environnement. La question, elle est simple sur le papier. On demande aux gens, ils sont en ligne, on leur pose une simple question. Ils ne savent pas tous les enjeux, tout ce qu'on discute derrière. On leur demande juste de répondre à une question ouverte. C'est quoi, pour vous, un vin qui est respectueux de l'environnement ? Et ils mettent des commentaires. Ça ressemble à ça. Que le domaine viticole n'utilise pas de pesticides, de produits chimiques lors de tous les procédés de production, avec une émission minimale mécanique, qu'il soit bioécologique, naturel et sain, qu'il soit bon à un prix abordable, blablabla, blablabla, blablabla. Et vous avez 1022 personnes qui vous répondent avec des phrases comme ça. Donc évidemment, ça, on ne l'a pas analysé à la main. On pourrait. Mais là, du coup, on utilise des outils statistiques qui nous permettent d'aller chercher les thématiques qui viennent à l'esprit des consommateurs quand on leur parle de ces vins respectueux de l'environnement. C'est ce que l'outil me permet de mettre des clusters. Ces clusters sont des thématiques ou des mots qui reviennent de manière récurrente dans ces phrases. Et donc c'est là où on peut identifier des thématiques. Vous avez à côté la taille du corpus de verbatim. Donc là, clairement, on a un groupe de mots qui va représenter 31%. Et puis ce cluster 10 n'occupe que 12% de l'ensemble de ces réponses mises par les consommateurs. Quand maintenant on regarde ce qu'ils nous disent, du coup, les consommateurs sur ces quoi un vin respectueux de l'environnement, on voit un premier bloc qui s'organise autour de ce qu'on a appelé environnement, label et origine. Vous avez le fait que quand on leur pose c'est quoi un vin qui est respectueux de l'environnement, par défaut, ils vont utiliser le terme environnement dans leur réponse. Donc c'est ça qui fait ce premier cluster. Mais derrière, ils nous parlent tout de suite de certification. Il y a toute la littérature, les verbatims autour de bio, et notamment qui reviennent là-dedans. Les certifications environnementales, le fait que ça doit être bon pour la santé, toute la question sanitaire qui va revenir derrière. Et puis aussi, dans le même type d'idée, vient s'accrocher l'origine du vin. Il faut que ce soit fait par un petit producteur, il faut que ce soit un vin local, et puis c'est un vin d'origine France, par exemple. Le deuxième cluster, on l'a regroupé, là c'est des interprétations, vous savez, un peu qualitatives, on l'a regroupé avec le terme naturalité. C'est tout un truc autour des pratiques mises en œuvre par les vignerons, avec un petit focus sur les vendanges manuelles, une croyance, je ne vais pas rentrer dans le débat de la pertinence environnementale de ça ou pas, on pourrait rediscuter avec Christelle là-dessus, mais le fait que dans l'esprit d'un consommateur, un vin respectueux de l'environnement, il est fait manuellement, il est vendangé manuellement.
que derrière, il y a toute la problématique sur la réduction des intrants, que vous avez aussi méthodes alternatives, notamment il y a biodynamique qui revient de temps en temps dans cette partie-là, et puis toute la page des produits sans. On retrouve le sans sulfite, sans colorant, sans additif. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas environnement. Oui, mais dans l'esprit d'un consommateur, ces dimensions-là, il les associe au respect de l'environnement. Ensuite, et là on retombe sur aussi une communication nationale autour de l'impact environnemental et de la question des transports, la question de l'emballage, etc. Donc ça revient aussi dans les commentaires des consommateurs. Limiter le transport, le circuit court pour la partie transport et commercialisation. Et puis sur la partie packaging, des packaging plus écologiques, la question du recyclage, la question du type de bouchon, etc. Le dernier cluster, il nous parle quand même du goût du vin. Le vin reste un produit plaisir quand même, messieurs, dames. Et donc, de fait, il y a un moment, ils nous disent qu'il faut quand même que c'est un produit qui ait du bon goût. Et puis, ils nous parlent aussi du prix. Alors, le prix, on n'a pas creusé vraiment dans le cadre de ce projet-là, mais on nous parle du prix qui doit rester abordable ou un bon rapport qualité-prix, par exemple. Alors ça, du coup, je ne sais pas trop. On n'a pas creusé trop cette question-là. Ce qui est intéressant aussi de noter, alors vous avez la référence de la publique qui va bientôt sortir, elle a enfin passé, c'est super. Vous aurez plus le détail parce que derrière chacun de ces clusters, vous avez parfois des gens plus impliqués environnementalement, des gens qui ont plutôt tel profil. Il y a notamment ici, dans ce dernier groupe, des faibles consommateurs. Les consommateurs qui se sont le moins exprimés, et ce sont ceux qui sont les moins impliqués et qui souvent nous ont mentionné prioritairement le goût et le prix parce que la question environnementale les dépasse et que finalement ils nous ramènent à ces critères-là. Ensuite, on les a interrogés sur leur perception, leur intérêt pour les pratiques. On rentre dans le détail cette fois-ci de la pratique agroécologique, dirait l'autre, mais moi c'est la pratique respectueuse de l'environnement. Pour ce faire, on leur a d'abord demandé, dans une première des études, on voulait savoir est-ce que les gens perçoivent derrière ces pratiques, qu'on expliquait avec un petit laïus sur chacune d'entre elles, l'impact sur l'environnement, pour s'assurer qu'au moins en termes de compréhension, il n'y ait pas de dissonance entre ce que l'on met en place et la représentation que le consommateur se fait de cette pratique-là. Ce que vous voyez, c'est que l'ensemble des 17 pratiques qui ont été testées, je vais vous les montrer dans un instant, sont toutes super bien positionnées. On est largement au-dessus des 3 qui était finalement notre échelle de 1 à 5, avec une qui se fait un petit peu chatouiller. Et en fait, quand on les regarde, ça discrimine. Et ça discrimine, vous voyez, avec une petite séparation ici, avec certaines qui sont un peu mieux perçues que les autres. Quelles sont ce que c'est, oh là, que ces pratiques. Vous avez ici tout un paquet autour de mesures, on va dire, qu'on peut rapprocher peut-être de pratiques en faveur de la biodiversité. Vous avez ici en vert celles dans lesquelles on a les termes pesticides, engrais et utilisation de pesticides non CMR. Et puis vous avez en bleu celles qui sont autour de éco-conduite, entretien mécanique, utilisation du tracteur. Donc voici la partie utilisant justement des approches plus mécaniques. Et donc on voit que dans la perception des consommateurs, celles qui ressortent le mieux, c'est celles qui, en termes d'impact sur l'environnement, c'est celles qui sont en faveur de la biodiversité. Et que quand on utilise, même si c'est censé utilisation de pesticides naturels, on pourrait se dire c'est cool. Le fait d'utiliser le mot pesticide fait que ça connote de choses qui restent, même si c'est mieux, ça reste quand même moins bien, quoi. Je suis resté frustré après cette première étude parce que ça ne me disait pas est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas intéressant. Donc on a profité de notre deuxième grosse enquête avec 1000 consommateurs pour cette fois-ci leur demander quel est votre intérêt pour cette pratique, pour avoir une communication sur cette pratique. Et à nouveau, vous voyez que ça segmente bien. On a un premier groupe ici et un deuxième groupe. Ce n'est pas toutes les mêmes, parce que là j'avais un questionnaire qui était un peu plus court. Par contre, ce qui est marrant, c'est que cette fois-ci, la séparation, elle n'est pas du tout au même endroit. Cette fois-ci, c'est l'intérêt sur les pesticides. C'est qu'on nous dise qu'il n'y a pas de pesticides dans les produits. C'est celles-là sur lesquelles ils veulent d'abord avoir l'information. Alors, vous notez au passage qu'elles sont toutes bien classées. Elles sont bien évaluées, elles sont toutes positivement évaluées, mais c'est quand même la question de l'utilisation des pesticides qui ressort. À la question que certains, et notamment dans les échanges qu'on avait eus avec les professionnels de Cabernet d'Anjou et les gens de la Fédé, se posait la question limitation de l'utilisation. Est-ce que les gens ils veulent l'arrêt des pesticides? Est-ce qu'on peut communiquer sur la limitation? On se rend compte que finalement,
bon, c'est un petit peu en dessous, mais vous voyez, les scores, finalement, même le communiquer sur la limitation n'est pas incohérent. Et puis après, on voit que finalement, dans les scores, c'est l'enherbement des parcelles qui finalement est bien classé, mais reçoit un peu moins de compréhension, ou en tout cas suscite moins d'intérêt. J'ai complété ça avec notamment Thibaut sur des tables rondes, où on a creusé chacune de ces pratiques pour essayer un peu de comprendre ces résultats qu'on avait là. On retrouve dans ces tables rondes, une majorité des consommateurs, on retrouve cet intérêt, cette déclaration d'intérêt pour avoir des informations. Et puis quand on va chercher ensuite pratique à peu par pratique, l'implantation des arbres et des haies, c'est là où finalement les gens comprennent ce qu'il y a derrière en fait et que ça fait une sorte de consensus sur l'intérêt, sur la pertinence. Ils n'en connaissent pas l'efficacité, ça, je laisserai ça à nos amis écologues se prononcer là-dessus, mais en tout cas c'est là où ils se disent ça doit bien marcher. Sur l'enherbement et jachère fleurie, en fait on se retrouve avec ce truc, c'est qu'il y a une côté sympathique et joli de la fleur en fait. Et quand du coup ils voient des photos où on leur présente des situations de vignes enherbées, la fleur leur donne sens et ils trouvent ça, c'est un marketing, ce serait, comme dirait l'autre là-bas, il y a un petit côté sympathique de ça. Alors que l'enherbement, tout de suite on est rentré un peu plus dans la technique, on voit juste des herbes et du coup ils voient moins ce qu'il y a derrière et c'est peut-être ça qui explique d'ailleurs le score un peu moins bon que vous avez vu sur la slide précédente. Alors on l'a aussi interrogé sur les hôtels à insectes, alors ça c'est super mode. Par contre, ils ont un petit doute sur l'efficacité. Et là encore, moi je ne sais pas si c'est efficace ou pas, mais il y a cette crainte que, ok, on a vu qu'il y avait ça qui apparaissait dans les vignobles, maintenant est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou est-ce que c'est gadget ? Donc là, ça renvoie aussi à la question que le consommateur est capable de nous exprimer de l'efficacité réelle de ces pratiques sur, ici, la biodiversité. Le dernier point, évidemment, qu'on a discuté avec eux, cette question des pesticides. Bon, voilà, évidemment, ça ressort à chaque fois. Évidemment, tout le monde a envie de voir ça, me disent certains. Que finalement, la question du terme à la réduction, déjà, ils nous ont pas dit c'est scandaleux. Alors évidemment, il y a toujours scandaleux. Oui, mais ça veut dire qu'ils en ont encore. Oui, mais néanmoins, le fait d'être capable d'expliquer ce que l'on met en place semble être apprécié. Rapidement, on les a aussi, on les interroge sur trop de choses, quoi. Mais on leur a demandé, c'est quoi les priorités d'après vous ? La filière viticole a des enjeux environnementaux auxquels elle est confrontée. Est-ce que vous pouvez nous aider à hiérarchiser tout ça ? Et vous le voyez assez vite ici. Alors, ils ont un peu de mal, parce que finalement, on s'en serait attendu à ce que ça segmente un peu plus. Et finalement, les scores, ça va de 3,5 à 4, ça ne segmente pas trop. On voit pesticides, eau. On avait fait le choix, malheureusement, de mettre ensemble érosion et pollution des sols. Moi, je fais l'hypothèse que c'est les pollutions des sols, le terme pollution qui les interpelle, mais ça, c'est qu'une hypothèse. Et finalement, on voit que la question des déchets, les surfaces agricoles, ça leur parle moins, ils ne savent pas trop ce qu'on met derrière, et en tout cas, ils le considèrent comme étant moins important. On voit bien à nouveau un pesticide qui sort. La gestion de l'eau, je pense qu'ils n'ont aucune connaissance. Alors, je vous rappelle, c'est un questionnaire national, donc il y a des endroits où c'est irrigué, donc ils peuvent avoir ça en tête, mais c'est surtout qu'on nous bassine, c'est le cas de le dire, on nous bassine régulièrement avec les questions autour de l'eau, et je pense que c'est plutôt une projection de leur propre réalité dans ce qu'on entend dans les médias sur une réalité de vignoble que réellement une connaissance qu'il y a une vraie problématique de la gestion de l'eau au sein des vignobles. Pour terminer, on les a interrogés on voulait savoir quels étaient les types d'informations sur les pratiques et quel canal de diffusion. En fait, on leur a expliqué concrètement, la dernière question, c'était ça, on leur explique, voilà, on travaille pour un collectif de vignerons, ils mettent en place des vraies pratiques sur le terrain et ils s'interrogent sur comment vous montrez ces efforts-là. Et on leur a demandé, est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant qu'on vous communique sur les pratiques ou sur les résultats des pratiques. Parce que quand on avait discuté dans les tables rondes, on voyait bien que, certes, la pratique est intéressante, mais on voudrait aussi savoir est-ce que réellement ça fonctionne ou pas. Eh bien, je ne vais pas vous aider. Parce que là, finalement, clairement, ils sont demandeurs. Pardon. Ils sont demandeurs, c'est-à-dire qu'il y a 90% des gens qui disent « ouais, je suis d'accord pour avoir des infos ». Encore une fois, c'est du déclaratif, mais par contre, ça ne segmente pas du tout entre les deux questions. On n'arrive pas à trancher. Eux-mêmes ne tranchent pas. Enfin, on leur a demandé où est-ce que vous trouvez pertinent de mettre cette information-là.
Alors évidemment, en lien avec le gros du marché du vin, c'est de la bouteille, donc 76% nous disent que c'est sur la bouteille qu'il faut mettre l'info. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est comme 50% sur les sites internet, 48% sur les vignobles, 40% sur le salon. Ça donne du sens sur cette attente qu'ils ont de communication. Et puis derrière, on voit que même les médias, réseaux sociaux, ça reste quand même autour de 30%. Si je cherche à conclure ça, oserais-je des recommandations? Ce serait présomptueux de ma part, mais je vais quand même en faire. Une attente d'information sur ce que vous mettez en tant que vigneron, ce qui est mis en place dans les vignobles. On va me dire c'est surévalué, oui peut-être, c'est du déclaratif, oui peut-être. Néanmoins, il y a vraiment une sensibilité à cette question-là qui semble apparaître. L'ensemble des pratiques sont bien perçues, mais on voit clairement que c'est d'abord les pesticides, et après la question de la biodiversité est bien présente. La question de la valorisation économique, parce que ça c'est vraiment, il y a tout un pan que je ne vous présente pas avec les vignerons, où ils nous ont dit, bah oui mais finalement nous ce qu'il faudrait c'est qu'on puisse aussi payer plus, vendre plus cher notre bouteille. On ne l'a pas testé. Pas réellement, parce que je n'ai pas fait d'études expérimentales, d'économie expérimentale. Ça aurait été super intéressant pour voir le consentement à payer plus cher. Néanmoins, on pourra en parler rapidement tout à l'heure dans l'atelier participatif, mais dans les ateliers qu'on a fait avec Diana, après avoir vécu une expérience en tête-à-tête avec des vignerons qui vous expliquent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, ce que ça a comme implication, les consommateurs à nouveau ont déclaré « Ah, mais du coup, je comprends pourquoi vous avez envie de vendre, pourquoi vous aimeriez vendre ça plus cher. » Mais de fait, il faut pouvoir l'expliquer. Et derrière, on a une attente d'échange personnifié pour augmenter la confiance. Si je le remets du coup sur cette question de communication, on voit clairement que vivre une expérience où on vous explique, et c'est là où ça a du sens, le moment où vous pouvez communiquer sur les pratiques, c'est dans une interaction avec les consommateurs. C'est évidemment la vente au domaine, c'est les démarches de nos tourismes. Je ne vous parle pas du projet Onobiotour qu'on a restitué il y a déjà 1 an et demi, sur lequel c'était clairement au cœur des résultats du projet. Et puis c'est la vente assistée. C'est vraiment cette interaction avec le consommateur, le salon, la foire, avoir le caviste, quelqu'un qui vous explique qu'est-ce que vous avez mis en place. Parce qu'il y a vraiment cette attente d'échange, il y a vraiment une attente d'explication sur les pratiques, et il y a besoin d'avoir confiance. Et c'est que par l'interaction directe, la discussion avec les consommateurs que le vigneron est capable d'expliquer cela. Il ne faut pas qu'il ait peur d'ailleurs de l'expliquer. Des mentions aussi sur la bouteille, il y a tout un pan du travail que je ne vous ai pas présenté. C'est vrai, on sent très vite que c'est plus difficile à convaincre, parce que le média est beaucoup plus serré, la place est beaucoup plus réduite. Et puis il y a la question du greenwashing qui est pas loin derrière. Parce que derrière, dans les études qu'on a pu montrer, vu qu'il y a plein de gens qui utilisent des codes visuels et textuels faisant référence au respect de l'environnement, du coup, très vite, le consommateur se retrouve un peu à plus savoir. Donc là, on sent bien qu'il y a un truc un peu borderline qui n'est pas très clair, et puis chacun en fait ce qu'il veut, parce que c'est libre de communication. Donc là, du coup, il y a vraiment une problématique autour de la transparence sur la bouteille. Et finalement, ça peut aussi faire écho à l'intérêt d'Internet, avec les réseaux sociaux, etc., qui peut être aussi des supports pour aller, finalement, par la bouteille, raccrocher sur des sources d'information. Merci de votre attention. Et puis du coup, on entame un temps de discussion. Oui, merci beaucoup Ronan.